quelques exemples assez phénoménal, assez choquant. Il se trouve que historiquement, pour des raisons personnelles, de goût, je me suis intéressé à Cuba. Mais je ne voudrais pas intervenir ici comme le castis de service, même si je revendique de l'être, et plutôt 200% qu'un 100%. Le fait est que, en tant que citoyen d'abord intéressé par l'information, par les expériences vécues et les choses vues, qui, comme dirait Arundhati Roy, un auteur indien que j'aime beaucoup, une fois que vous les avez vues, vous ne pouvez pas les voir, et une fois que vous les avez vécues, vous ne pouvez pas les vivre, m'ont éclairé sur effectivement un problème médiatique assez grave, qui, c'est même plus une question de servir ou pas une idéologie, c'est aussi, comme je disais, une vision du monde qui est en train de se pervertir petit à petit. C'est-à-dire que quand on sort de ce fameux bocal, quand on a l'habitude de côtoyer d'autres cultures, et quand on jette un coup d'œil en arrière pour voir d'où on vient, d'un seul coup, les choses prennent une autre allure. Il est de l'ordre du cliché de parler du livre de Orwell 1984, l'inversion des termes, la liberté c'est la guerre, enfin la démocratie, etc., etc. Mais je crois qu'on n'en est pas très loin. Les interventions humanitaires sont désormais des bombardements, un peu à l'aveuglette comme ça, et voilà. Et ce problème, il s'aggrave pour des raisons de concentration de la presse, c'en est une. Il y en a une autre aussi, je crois, d'avoir deviné. C'est parce que dans la bagarre, la bagarre entre vérité et mensonge, mensonge, lui, est favorisé par la vitesse et la précipitation. Si je devais sortir une bêtise sur n'importe lequel d'entre vous, en sortant la première idée qui me sort par la tête, ce serait probablement une bêtise, sauf une chance extraordinaire. Si je devais dire une vérité, je suis obligé de réfléchir, je suis obligé de poser des questions. Bref, la vérité, c'est un processus qui demande du temps. Et c'est justement ce temps qui manque de plus en plus à la presse, parce que tout le monde vous le dira, ça va de plus en plus vite. Et par un simple effet mécanique, par les lois de la physique, l'accélération du traitement de l'information participe directement à sa dégradation. Pour cette simple raison, à mon avis, qui est hyper... Une loi de la physique, d'airain, inébranlable, et donc, même si les journalistes de meilleure volonté qu'ils soient, demandez-lui de faire un reportage en un quart d'heure, ce que, je ne sais pas, Jack London, ou je ne sais pas, Albert Londres, lui, faisait en 3 mois ou 6 mois. Et maintenant, on leur demande de faire la même chose en un quart d'heure en faisant une recherche sur Google. On peut raisonnablement penser que tout bon journaliste, aussi bon qu'il soit, finit par produire un travail qui est soit mauvais, soit conforme à une idée politiquement correcte qui fait que tout le monde se satisfait à condition qu'on répète les mêmes bêtises. C'est une façon grégaire de se protéger aussi, je crois, dans la profession, c'est de se dire, je prends moins de risques en écrivant ce qu'écrivent mes collègues que d'essayer de faire quelque chose à contre-courant. Si jamais je me trompe, je me fais taper sur les doigts. Et si on se trompe tous, on va se couvrir mutuellement, on dira, bah ouais, bah on croyait que, etc. Je crois vraiment qu'il y a un peu ce réflexe qui est normal d'ailleurs, parce que dans l'inconfort du métier, on a tendance aussi à se regrouper, à être solidaire. Alors la question de la liberté de la presse, moi je suis un démonteur de mythes sur ce plan-là. Je pense que c'est probablement un des concepts qui a le plus pourri la réflexion sur la presse. Parce que c'est étrange, et c'est un peu RSF, Reporters sans frontières, qui est un peu le colporteur de cette chose-là, de cette infamie. Parce que je vois bien la confusion et la perversité de cette idée. Je m'explique. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de dire que la liberté totale des supermarchés serait le meilleur garant des consommateurs? Faites ce que vous voulez, comme vous voulez, à qui vous voulez, aux fournisseurs. Bon, en France, il y a des réglementations qui font que. Est-ce qu'on dirait, par exemple, pour un autre exemple, la liberté totale du patronat serait le meilleur garant des salariés? En aucun cas, et dans la plupart des rapports de consommateurs à offre, on admet qu'il y a quand même une réglementation, des règles, une déontologie, etc. Et mystérieusement, on a l'impression que dans la matière de la presse, comme si c'était une boîte de conserve, il suffit de lui appliquer cette liberté. Mais cette liberté peut se retourner complètement et servir à l'inverse de son objectif. Par exemple, je pourrais vous dire, et ça s'est vu dans la pratique,
quand RSF, par exemple, défend les médias putschistes et illégaux au Nicaragua, est-ce que la liberté de la presse, par exemple, est-ce que vous estimez en tant que consommateur que la liberté de la presse, c'est la liberté de fusionner n'importe comment, n'importe où? Est-ce que la liberté de la presse, c'est la liberté de vous désinformer, inclus, pourquoi pas? Un journaliste peut très bien, ou un directeur de journal, peut très bien vous dire, selon ses règles, bah, c'est ma liberté. Et vous, en tant que consommateur, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à lire autre chose. Et là, on rentre en contradiction avec les concentrations. Est-ce que la liberté de la presse, c'est la liberté qu'un journal ait un monopole? Est-ce que c'est une liberté d'avoir un monopole? Si oui, depuis quand et pourquoi? Est-ce que la liberté de la presse, c'est la liberté pour certains journaux d'appeler à des coups d'État dans certains pays et de renverser des régimes, ou au moins d'y participer? Est-ce que la liberté, c'est la liberté, sinon de désinformer, ou en tout cas de ne pas parler systématiquement de certains sujets? Est-ce que c'est cette liberté-là dont on parle? Moi, je préfère le remplacer par deux concepts qui vont s'accumuler et se compléter. C'est un, SIX-T, oui ou non, le droit à l'information pour le lecteur. Philosophiquement, j'ai tendance à dire que oui. En tant que lecteur, j'ai un droit à l'information, c'est-à-dire j'ai le droit d'être informé. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la liberté de la presse? Du coup, ça limite la liberté de la presse, parce que du moment que j'ai un droit à l'information, la presse, du coup, devient informée, devient un devoir. Puisque c'est mon droit d'être informé, la presse a un devoir d'information. Évidemment, un devoir qui doit s'accompagner des moyens. Si vous dites à un médecin, vous avez le devoir de soigner, ça veut dire qu'il faut lui donner un stéthoscope, ça veut dire qu'il faut lui donner des médicaments, ça veut dire qu'il faut lui donner une cabine pour recevoir. Ou vous pourriez dire, comme aux États-Unis, un médecin il a la liberté de soigner, ça veut dire qu'il choisit le malade. S'il a envie, il fait un prix, s'il a envie, si le gars peut payer, il paye, s'il ne peut pas, casse-toi, il meurt. À Cuba, par exemple, la presse, les médecins ont une responsabilité pénale par rapport à leurs malades. Ils ont le devoir de soigner. Le changement de vocabulaire est très important, parce que si un enfant n'est pas vacciné dans un village, je garde ce parallèle, il a un compte à rendre au ministère de la Santé. Si un enfant meurt dans un service, c'est directement au ministère que le médecin est convoqué pour s'expliquer. Et je connais suffisamment de médecins pour dire que c'est archi vrai. Si une femme meurt en couche, c'est une affaire d'État à Cuba. Et quand je dis une affaire d'État, c'est véritablement une convocation. C'est-à-dire que le médecin n'est pas un gars qui réussit ou pas, il a un devoir de soigner, un devoir de sauver des vies. Et quand il, autrement dit, quand il faille à son devoir, il a des comptes à rendre. Ce qui donne à la population cubaine, pour garder ce parallèle, un droit à la santé. Et je garde ce parallèle maintenant et je le cache en disant, pour moi l'information, je ne considère pas du tout que c'est une liberté pour un journaliste, parce que j'ai pas envie qu'on me dise que les Chinois ont la peau noire avec des grands yeux, je veux savoir la vérité, ils ont la peau plutôt jaune, et l'herbe au Nicaragua est verte et le ciel est bleu, et c'est pas à la liberté d'un journaliste de me dire le contraire. Pour moi, ça ne constitue pas une liberté, ça constitue bourrage de crâne, ou quoi que ce soit. Donc je suggère qu'on, voilà, c'est mon idée, c'est ma conception des choses, liberté de la presse, oubliez-le, c'est une infamie intellectuelle, balancée par les incompétents, les bras cassés de Reporters sans frontières, pour qui la plupart ne sont même pas des journalistes, n'ont jamais fait du journalisme, ils sont juste des bobos ultra médiatisés parce qu'ils savent jouer le jeu, et que remplacez-le par le droit à l'information du lecteur et le devoir d'information du journaliste, et à mon avis, on aurait fait un sacré progrès. Merci. Ok, alors, une première ronde déjà de questions par rapport à ce thème-là, liberté de presse, mais aussi peut-être qualité de l'information. Avant que deux, ou bien des remarques aussi. Oui, vous n'êtes pas obligé de faire juste des questions, vous pouvez aussi donner votre concept. J'ai été très intéressé par les deux interventions. J'ai passé 5 ans à Cuba comme représentant de l'UNESCO et j'ai remarqué qu'il n'y avait évidemment qu'un seul journal, le Granma, mais il y avait aussi la Juventud Rebelde, il y avait 340 rebelles. Oui, mais enfin ceux qui étaient vraiment, il y avait, mais l'essentiel c'était quand même la voix, donc la voix du gouvernement, la voix de... Mais c'est tout à fait juste ce qu'a dit notre ami monsieur Dédain, c'est que c'était dans l'idée du devoir du journaliste de servir la révolution.
ce qui est autre chose que la liberté de la presse, la révolution étant le bien suprême pour le gouvernement et pour une grande majorité des Cubains. Sans ça, il y a longtemps que ça se serait écroulé. Donc, je pense qu'on est tendancieusement informé sur Cuba parce qu'on donne l'impression à ceux qui n'y ont pas été qu'il n'y a pas de liberté à Cuba, alors qu'il n'y a pas le même genre de liberté de presse que ce que nous appelons la liberté de presse, mais il y a une forme de liberté d'expression, c'est-à-dire que tous les Cubains vous disent ce qu'ils pensent. Vous prenez l'autobus, la voie, vous entendez tous les sons de cloche. Et vous avez aussi, si vous allez, moi j'étais donc, j'habitais là à Banalieja, et j'avais la télévision du grand voisin de l'Empire qui entrait chez moi. Comment vous dire, c'est très spécial, c'est un tout petit pays qui a joué un très grand rôle. C'est un pays unique et avec de grandes compétences à sa tête, parce que sans ça, jamais il n'aurait pu tenir tête à ce grand voisin, parce que même après que le grand ami de l'URSS se soit écroulé, tout le monde se disait dans beaucoup de pays, maintenant ça va être la fin de la révolution cubaine. Mais non, parce que la révolution cubaine a donné l'honneur et la dignité au peuple, a apporté, comment dire, les abus ont été, la plupart des gens qui avaient abusé sont partis, et on a créé une nouvelle, un peuple au service de la santé, de l'éducation, et maintenant il ne faudrait pas que pour d'autres raisons, que tout ça que cet immense idéal qui a montré la voie à toute l'Amérique latine quand même s'écroule. Donc je pense que c'est un moment très difficile parce que je reçois, l'ambassade de Cuba m'envoie les discours de Fidel. Les écrits, pardon? Les écrits, parce que vous oui, mais c'est quand même encore des discours, on a l'impression. Je les ai entendus souvent à Cuba. Et comment vous dire, c'est très intéressant. On n'est pas obligé de partager ce qu'il dit, mais c'est un point de vue original et universel. Il a une vue qui déborde, il nous parle de tout ce qui se passe chez nous, là-bas, au Brésil, aux États-Unis, dans ce qu'il appelle l'Empire. Il nous a fait une description des États-Unis. Mais en vérité, si vous connaissez les États-Unis, ce qu'il dit n'est pas faux. C'est une... Et souvent, quand il y a des choses bien, il les relève. Donc, je pense que... Je suis d'accord que la liberté de presse, ce n'est pas la même idée que nous en avons ici. Mais chez nous, comme on a bien dit, comme M. Campich l'a bien dit, elle est aussi relative, puisque ce sont des consortiums de presse qui la gouvernent. Et on pense que ça, c'est la liberté. Non, non, on est aussi critiquable. Il y a plusieurs titres, il y a beaucoup de cantons, il y a beaucoup de choses, mais quand même c'est différent. Donc je pense que vous nous avez bien montré l'un et l'autre qu'il ne faut pas faire un procès à Cuba parce qu'il y a une seule voix qui s'exprime, c'est celle au fond du Parti communiste et du gouvernement. Je pense que c'est normal dans la situation de Cuba qui est tout seul de son espèce face à tout un monde qui pense autrement. Mais on peut quand même pas dire que Cuba c'est un peuple libre quand même. Écoutez, la liberté, alors c'est quoi? C'est un peuple où vous avez l'essentiel et où on a aboli les privilèges. Mais est-ce qu'ils ont l'essentiel? Ils ont l'essentiel. Et quand on dit qu'ils sont libres de parole ou bien de s'exprimer, je ne suis pas tout à fait d'accord. Écoutez, moi j'ai passé 5 ans là. Oui, mais j'ai passé 5 ans là.
j'ai connu des gens, j'étais dans un quartier populaire, j'ai connu des gens à tous les niveaux,